Je m'appelle Corinne Bezzoni, je suis architecte installée à Marseille. J'ai fait mes études, la grande partie de mes études d'architecture à Marseille. Et venant du Maroc, j'ai été élevée jusqu'au baccalauréat au Maroc et j'avais ce choix de quelle ville pour mes études. Et c'est vrai qu'il y a cette proximité de Marseille avec l'autre côté de l'autre rive de la Méditerranée qui a été prépondérant dans le choix. La première commande, je l'ai eue parce que étudiante, en fin de parcours d'étudiante, j'ai eu la chance d'être invitée par un architecte qui s'appelle Mario Fab, qui est un architecte qui a été important dans la production locale, régionale, dans les années 60-70 à Marseille et dans la région, et qui a eu la générosité en fin de carrière de dire, et ça c'est quelque chose quand même d'assez important à méditer pour l'ensemble de la profession, de tendre la main à des jeunes et de les accompagner, de les aider à démarrer dans leur carrière en les associant, lui, à des compétitions, à des concours. En l'occurrence pour nous, on était 3 jeunes architectes. C'était une compétition, un concours d'un lycée pour la région. Et il a associé, c'est-à-dire il nous a associés en mettant nos noms. Ce qui nous a permis d'avoir une référence, une première référence. Alors évidemment, il était mandataire, il nous a accompagnés, mais il a permis de passer la main. Et lui s'est retiré quelques années après, mais ça a été pour nous extrêmement important, puisqu'on a tout appris à ce moment-là, en sortant de l'école. Et ça, c'est vraiment formidable. C'est vrai en architecture, ça, on peut le penser aussi en politique. Comment tendre la main à une nouvelle génération. Alors, au départ, nous étions tous indépendants. Et puis, s'est posé la question de créer une société. Et comme beaucoup d'agences, au départ, la société a porté mon nom, mais on s'est posé la question qui peut venir enrichir la société, qui peut venir... Et je pense, là pour l'instant, nous sommes 3, j'ai deux architectes, 2 confrères hommes associés, mais je pense que peut-être qu'il y en aura 4, peut-être que plus tard, d'autres viendront nourrir cette réflexion qui, je pense, c'est un métier où on a besoin de dialoguer avec les autres et on n'est pas seul, on n'est pas isolé. C'est vrai que je suis en charge de trouver le... C'est moi qui m'occupe des concours, c'est moi qui conçoit les projets. On a des fonctions assez complémentaires. Je ne suis pas très douée en informatique, donc il y a un des associés qui est vraiment... C'est son sujet. L'autre, son sujet est plus technique, est plus lié au chantier. Donc chacun se complète. Et je pense, comme toutes les agences, quasiment toutes les agences, on le voit, même les plus grands noms, eh bien, associent des confrères au fil de leur parcours. Oui, alors je peux vous parler du campus Timone à Marseille, qui est le dernier réalisé. Il se trouve qu'en plus, curieusement, j'ai pas énormément construit à Marseille, et ce bâtiment est le 3e que j'ai construit dans la ville en 20 ans de carrière, c'est pas énorme. C'est un petit pôle pédagogique pour l'université de médecine, la faculté de médecine, qui est une très grosse faculté. Marseille est très réputée pour sa dynamique médicale et dans la recherche aussi. Et ce petit bâtiment se trouve dans un campus donc dédié à la médecine, à l'odontologie, la pharmacie, lié aussi aux hôpitaux. Et c'est le plus petit bâtiment du campus. C'est vraiment le tout petit poussé qui est là, qui est au milieu d'un univers de mastodontes bâtis, avec un bâtiment qui est très important, qui est la faculté d'origine, qui est une grande barre des années 60, un architecte qui s'appelle René Hégère, qui a beaucoup travaillé avec Pouillon sur toute les réhabilitation de la ville de Marseille, et qui est un héritier des modernes, du Corbusier, qui a travaillé un bâtiment complètement moderne, en béton brut, avec ces couleurs qu'on retrouve ici aussi, les couleurs primaires, dans lesquelles il a utilisé essentiellement le jaune. Et je me suis dit, je veux rendre hommage à ce travail de ces années 60, et je veux aussi trouver un moyen
de créer le signal d'entrée, puisque ce bâtiment est tout petit, qui se trouve en tête du campus, en point de repère. Eh bien, je vais utiliser le jaune qui a été utilisé sur ce bâtiment des années 60. Je vais retrouver exactement, strictement cette couleur qui est la couleur du pop art, de jaune pop art. Et ce petit bâtiment va devenir un point de lumière. Et j'ai utilisé ce jaune à travers de la pâte de verre qui est teintée dans la masse et qui va permettre aussi de ne pas vieillir, de ne pas, contrairement à un enduit qui se pollue, qui s'encrasse très vite et qu'il faut entretenir, l'université a très peu de moyens pour entretenir ces bâtiments. Et cette pâte de verre, bien finalement la pollution n'accroche pas, glisse, elle reste toujours pérenne, il n'y a plus d'entretien à faire et elle va jouer. Alors le bâtiment va avoir quelques degrés d'angulation qui va permettre au soleil de jouer, de vibrer avec la pâte de verre et qui fait que ça change en plus selon les moments de la journée puisqu'elle est teintée dans l'épaisseur et puis bon, si vous voyez des images, il y a certaines pâtes de verre qui ont été recouvertes à l'arrière d'une feuille d'aluminium qui fait que le soleil, quand il rebondit différemment puisqu'il y a la feuille d'aluminium et elle devient dorée. Voilà. Donc ça c'est pour la Timone. Après la fourragère, c'est un projet d'une station pôle d'échange terminus de métro. C'est plus simple dans la réponse, c'est comment on descend au plus profond de la terre. Je travaille sur ce sujet-là sur la ligne 18 du Grand Paris en ce moment aussi. Et comment on descend à moins 28 mètres sous terre sans avoir cette impression de claustrophobie qu'on a parfois dans certaines stations de métro où c'est quand même très dur de descendre très profond. On est à Marseille. J'ai proposé de travailler à ciel ouvert et d'avoir une espèce de grande faille qui descend à ciel ouvert et qui s'ouvre vers le ciel. C'est-à-dire qu'elle est un peu inclinée, des murs qui sont un peu inclinés en entonnoir, qui font que la lumière descend et canalisée pour aller au plus profond. Et elle est en béton brut, coulée en place. Et ce béton va subir des inflexions qui lui aussi va jouer avec la lumière pour la faire rebondir au plus profond sous terre. Et le troisième projet, c'est le centre de conservation du Mucem, qui a été fait pour l'année 2013 de la culture, et qui est un lieu qui va venir récolter toutes les collections du musée, une partie du musée de l'Homme et toutes les collections du musée des arts et traditions populaires qui se trouvaient à Boulogne jusqu'à présent. Le premier sujet, c'est qu'on s'est rendu compte que les œuvres les plus lourdes devaient être à plat, imposées par le programme, parce qu'il y a des œuvres extrêmement lourdes, liées plutôt au monde agricole. Et je me suis vite rendu compte qu'on atteignait à peu près un carré qui était strictement le même que celui du Mucem qui avait été gagné quelques mois auparavant. Et je me suis dit finalement, eh bien personne ne le saura, mais vu du ciel, les deux bâtiments ont le même impact sur la ville, c'est exactement le même carré, 72 par 72, et les deux se font écho l'un à l'autre à travers une vue aérienne. Le deuxième sujet, c'était comment répondre à ce que ces œuvres racontent à travers le bâtiment. Et j'ai trouvé un point commun à ces œuvres qui n'ont rien de commun les unes aux autres, c'est que ce sont toutes souvent des objets qui sont des objets du quotidien, finalement des objets de travail. Il y a des vêtements de travail de l'Europe centrale qui sont brodés, il y a des charrues qui sont sculptées, il y a des couteaux, des choses très sommaires, très simples, mais qui montrent toutes la même chose, c'est que quel que soit l'objet, même si c'est le plus banal, il est sculpté, peint, travaillé par la main de l'homme. L'homme a toujours ce désir, même les vêtements de travail sont brodés, a toujours ce désir d'y apporter une esthétique, une qualité plastique, et ils deviennent très beaux. Et ce côté-là, de la main de l'homme, je suis partie de l'idée d'un travail dans une période de sa vie, qu'a développé Eduardo Chillida, le sculpteur espagnol, où il extrait des morceaux de pierre de carrière d'albâtre, et ces morceaux de roche sont laissés bruts à l'extérieur, donc il y a une espèce de gangue un peu terreuse. Quand on sort de carrière une pierre, elle n'est pas très belle, elle est rugueuse, irrégulière, plutôt brune. Et lorsqu'il entaille l'albâtre,
à l'intérieur, au cœur, ça devient des galeries blanches de lumière réfléchissantes et brillantes et lumineuses. Et cette dualité entre l'homme qui prend à la nature, qui emprunte à la nature brute, l'objet brut, ça peut être de la terre, mais ça peut être de la pierre, ça peut être du bois, et qu'il sculpte. Ce travail de la main de l'homme qui rend la nature précieuse m'a intéressée. Et je me suis dit, toutes ces œuvres, elles ont ça en commun. Et je suis partie d'un bâtiment qui est à l'extérieur très rugueux, très poreux, très brun, qui prend les couleurs du quartier, un peu ocre brun. Et les lieux où travaillent les hommes, les lieux où on fait rentrer de la lumière, il y a des galeries de lumière, ils sont totalement blancs et brillants et réfléchissants. Et il y a cette dualité entre le rugueux et le précieux qui raconte un peu ce bâtiment. Voilà. J'ai participé à quelques gros concours pour le musée de Dakhla à l'extrême sud du Maroc, la gare TGV de Casablanca, des sujets comme cela. Je travaille aussi sur la Médina de Fès pour l'UNESCO. Et puis en ce moment, on avait gagné le lycée français du Caire, mais qui ne s'est pas réalisé pour tous les problèmes qui ont touché le monde arabe à ce moment-là. Et ensuite, j'ai eu à travailler sur des concours, puisque je travaille essentiellement sur le concours public, c'est dans l'univers du concours public, très peu de privé. J'ai une opération en privé sur l'îlot Ginko à Bordeaux, qui est un gros îlot de logement privé, mais c'était aussi sous forme de compétition. La ville de Bordeaux avait imposé une compétition. Je travaille aussi sur Batignolles, sur Paris-Batignolles, avec ICAD. C'était aussi une compétition, même si c'est aussi du privé, pour contiguë au TGI de Paris, au futur TGI que construit Renzo Piano. On travaille en ce moment sur Compiègne et Besançon. En fait, là où, au gré des compétitions, effectivement, on aborde plus souvent les sujets liés à la culture ou à l'enseignement supérieur. On a plus ces occasions-là, mais bon, on explore aussi beaucoup l'urbanisme. J'enseigne à l'Institut d'urbanisme. Et on travaille beaucoup sur les questions d'espace public, tramway, métro, bus à haut niveau de service. Donc comment, grâce à des systèmes de transport, on peut profiter de cette question de la mobilité pour recomposer la ville ou saisir l'occasion de retrouver de l'espace public. Alors, le conseil, il me semble que le sujet du concours d'architecture est quand même, à mon sens, une vraie voie. Parce que, alors effectivement, il faut être sélectionné au départ à concourir. Mais je fais partie de beaucoup de jurys d'architecture. J'ai jamais trop, au moment du jury, donc dans un cercle restreint quand même d'élus et d'architectes, j'ai jamais entendu on prend une femme ou on ne prend pas de femme. Le sujet femme n'apparaît pas, j'ai jamais trop entendu sur les sujets concours. Et si on est retenu à concourir, alors démarrer par des tout petits projets, parce que sinon on ne sera jamais retenu, mais avoir la modestie de dire, ben moi, pour mes premiers projets, je vais essayer de me présenter à des petits concours. Et progressivement, enfin en tout cas c'est ce que j'ai fait, et progressivement monter, prendre de plus en plus gros, se présenter sur des échelles plus grandes, mais démarrer par des petites choses et se faire remarquer, c'est déjà un premier pas. L'intérêt du concours, c'est qu'une fois qu'on est retenu, il est anonyme, normalement, mais quand même, très souvent, il est anonyme. Et l'anonymat règle la question. Il n'y a plus homme ou femme, et pour pouvoir mesurer s'il y a un homme ou une femme derrière un projet, ça, je mets au défi quiconque, je ne l'ai jamais mesuré. Donc c'est une solution. Après, il y a la question de la commande privée que j'ai moins explorée, mais il y a aussi les femmes qui ont accès et qui ont des connaissances dans le monde du privé et qui peuvent aussi accéder à la promotion si elles connaissent des promoteurs. Eh bien, il y a une des femmes nominées qui est, voilà, Nathalie, je cherchais son prénom, Nathalie Régnier-Kagan,
qui a construit, il y a tout près d'ici, un très très bel immeuble de logement, et elle travaille avec des promoteurs qui lui font confiance et qui la rappellent régulièrement. Donc, et donc il y a quand même des promoteurs qui sont tout à fait ouverts à la présence féminine, heureusement, et je pense qu'il y en a beaucoup quand même. Alors c'est vrai qu'au départ, moi j'ai connu au départ, honnêtement, j'ai connu le handicap d'être à la fois jeune, et ça c'est vrai pour homme ou femme, et de cumuler le fait d'être une femme où il y avait, bon, on hésite déjà par rapport à la jeunesse parce qu'il y a le manque d'expérience, et une femme jeune, alors là, bon, et j'ai eu droit à des réflexions qui m'ont vraiment terriblement touchée, et c'est d'ailleurs aussi un des arguments qui a fait que naturellement mes associés ont dit aussi c'est pas normal, et c'est bien aussi que le nom reste un nom unique. C'était aussi une façon d'affirmer. Et ça, c'est une vraie question. Le nom aussi, on peut se poser pour des jeunes femmes. Et on le voit bien maintenant, ce sont souvent des groupes qui trouvent des noms plutôt anonymes. Il n'y a pas de nom de femme forcément. C'est des groupements de jeunes architectes. Alors ça règle aussi la question. Alors, quand vous me l'avez suggéré, c'est vrai qu'au départ, j'ai un peu hésité. Effectivement, cette connotation un peu un prix sexué, ça m'a un peu troublée. Et je vous avoue que je me suis dit, mais alors pourquoi on fait cette différence-là? Et d'ailleurs, on me l'a fait après, une fois que j'ai eu le prix, le nombre de personnes qui me posent cette question, mais c'est ridicule, comme... voilà. Et en même temps... ce qui m'a vraiment convaincue, je dois le dire, c'est les prix précédents. C'est que c'était pas un prix de pacotille, c'était un vrai prix avec un vrai jury international. C'était quand même vraiment une garantie. Et également les Odile Deck et Manuel Gautran, qui sont deux consoeurs qu'elles soient femmes ou hommes, qui ont un travail remarquable et que je reconnais comme remarquable. Donc de fait, c'est la qualité de leur travail qui m'a convaincue, qui donne le niveau au prix. En fait, c'est la qualité des nominés qui donne évidemment, c'est comme tout prix dans tous les domaines. Donc c'est vraiment ceci qui m'a convaincue. Alors oui, je l'espère, c'est pas encore fait. Ils sont ravis, effectivement, tout le monde m'a félicité, beaucoup d'élus m'ont écrit, le maire, mais le président de la communauté urbaine, enfin, le préfet, tout le monde était vraiment ravi. Je suis souvent invitée à participer, alors j'ai été invitée à beaucoup de conférences, mais aussi à participer à des colloques, bon, j'ai toujours joué le jeu, même si j'ai eu toujours du mal à travailler dans cette ville. J'espère que, en tous les cas, effectivement, j'ai mesuré même les médias ont réagi favorablement. Donc, c'est à voir, à suivre.